Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de questions de mobilité. 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en direct du Mondial de l'auto et de la mobilité donc, et je reçois aujourd'hui Romain Stutzmann, cofondateur et président de Depopass. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci à vous. Ça va très bien, bienvenue. On va passer un quart d'heure, 20 minutes à parler avec vous de Depopass. Question de mobilité, ça commence tout de suite. Alors je le disais, Romain Stutzmann, vous êtes donc le cofondateur et président de Depopass, un réseau social de petites annonces entre particuliers qui met beaucoup l'accent sur la sécurité. Est-ce que je me trompe ? Alors c'est pas tout à fait un réseau social, on est un moyen de paiement lorsque deux particuliers veulent vendre leur véhicule. Donc on ne fait que du paiement, ce qui est déjà un gros morceau. Les particuliers ou les entreprises rentrent en relation avant de passer par notre solution et de s'inscrire chez nous. Et effectivement, on intervient vraiment dans le paiement. Concrètement, lorsqu'ils sont mis d'accord, ils vont privilégier une solution la plus sécurisée possible, la plus pratique possible, et on revendique d'être la solution la plus pratique et la plus sécurisée aujourd'hui sur le marché, puisqu'on est à la fois digital, mais aussi on met de l'humain pour accompagner les clients dans ce moment de vie qui est un moment crucial. Alors si je me mets à la place d'un client aujourd'hui, d'un de vos clients qui va utiliser Depopass, concrètement, comment ça marche pour moi du début à la fin ? Alors concrètement, ça dépend si je suis acheteur ou vendeur, mais le chemin est un peu similaire, c'est-à-dire que les deux s'inscrivent de façon indépendante sur notre solution. On va venir nous vérifier les identités respectives de l'acheteur et du vendeur. Donc ils font ça une fois qu'ils sont mis d'accord sur le prix du véhicule. Et l'acheteur va tout simplement ouvrir un compte Depopass et alimenter son compte Depopass avec les fonds qui viennent de son compte. Il va pouvoir charger son compte par virement ou par carte bleue. Et en contrepartie, on va lui confirmer déjà que l'argent est bien là. On va confirmer au vendeur que les fonds sont bien là. Donc ça veut dire qu'avant même de vous donner rendez-vous, vous êtes garanti que l'argent est là. Donc ce qui est quand même est rassurant puisque vous n'avez plus de doute par rapport à la solvabilité de l'acheteur. Et une fois que la totalité des fonds sont là, on va donner un code sécurisé à l'acheteur, et l'acheteur va, en donnant ce code, le jour J, devant le véhicule, quand il va récupérer les clés, une fois qu'il a récupéré les clés du véhicule, va payer le vendeur en donnant le code. Le code va être vérifié auprès de nous, le vendeur va le saisir en fait dans l'application mobile et il va être payé. Ça vous permet véritablement d'être payé dès que vous remettez les clés de votre véhicule, donc de façon instantanée, puisque toutes les vérifications et contrôles auront été faits au préalable. Donc en fait, ce sont les deux personnes qui décident au moment où ils vont réaliser la transaction et l'achat donc d'une voiture de s'inscrire sur Depopass pour simplement la partie transaction. Mais il n'y a pas d'annonce en ligne sur Depopass. Hein. Non, il n'y a pas d'annonce. On est partenaire de la centrale, donc les particuliers et professionnels déposent leurs annonces sur la centrale. Et par contre, effectivement, ils peuvent nous voir sur la centrale et ils peuvent ensuite s'inscrire chez nous. Voilà. Mais effectivement, ils ont besoin de choisir un moyen de paiement. Encore une fois, on parle d'un paiement à 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Donc, quel est le meilleur moyen de paiement aujourd'hui pour effectivement sécuriser son paiement ou pour avoir un paiement le plus serein possible ? Vous avez différents moyens de paiement. Vous avez les espèces, mais les espèces, il n'y a pas de garantie de paiement, pas de preuve, tout du moins de paiement. C'est jamais vraiment très pratique de se balader avec 15 ou 20 000 euros en espèces, hein, c'est même déconseillé. Le virement finalement ne fait pas le boulot. Pourquoi ? Parce que si vous vendez le véhicule le samedi à midi et que l'acheteur vous effectue un virement le vendredi soir, ça veut dire concrètement qu'il vous paye avant d'avoir pris possession de la voiture. Et on ne sait jamais vraiment quand est-ce que le virement part, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il arrive. Donc le vendeur, lui, le samedi midi, va se retrouver à vous donner les clés du véhicule sans avoir lui-même reçu le virement. Donc finalement, le virement fonctionne entre amis, mais entre deux personnes qui ne se connaissent pas, le virement ne peut pas fonctionner. Il reste le chèque de banque. Je vous ai ramené d'ailleurs, alors à la radio c'est pas très pratique, mais je vous invite quand même à regarder des chèques de banque qui ont servi à des escroqueries. Aujourd'hui, le chèque de banque est un bout de papier. Voilà, je vous les transmets. Le chèque de banque aujourd'hui est un bout de papier. Il est très difficile de dissocier, de distinguer le vrai d'un faux chèque. Or, la difficulté que vous avez, c'est qu'on est dimanche midi, vous devez donner les clés de votre voiture.
Vous devez vérifier si le chèque de banque est bon ou pas. Je vous mets au défi concrètement de vérifier si le chèque de banque est bon ou pas. C'est extrêmement compliqué. Déjà, c'est parce que c'est pas votre métier, c'est le métier des banquiers. Le banquier, le dimanche, il est fermé. Et même si vous passez un petit coup de fil avant, la banque est soumise au secret bancaire, donc elle n'a aucune obligation de vous donner la quelconque information sur son client. Là, je me sens comme dans arrête-moi si tu peux là. Voilà, c'est très compliqué. Et la problématique qui vient s'additionner à ça, c'est que les assurances couvrent très rarement. Vous avez quelques assurances qui indemnisent et qui vont considérer le fait que vous ayez pris un faux chèque de banque comme un vol. Donc ils vont considérer comme un vol, si vous êtes assuré contre le vol, vous allez être indemnisé. C'est très rare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez votre véhicule et que vous avez le malheur d'accepter un faux chèque de banque, vous allez perdre les 10 000 euros si le véhicule vaut 10 000 euros et vous allez devoir continuer finalement à payer le crédit qui vous a servi à payer votre véhicule et vous allez devoir acheter un nouveau véhicule, donc refaire un nouveau crédit. Donc vous allez avoir 2 crédits à rembourser. Donc tout ça c'est quand même très compliqué et on a tous les ans des familles qui se retrouvent dans des situations très, très compliquées. Donc voilà, donc nous on supprime tous ces risques-là. On effectue véritablement ce travail un peu à l'image des notaires. Vous savez, les notaires font ça très bien dans l'immobilier. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne le fasse pas pour la vente d'un véhicule. Est-ce que vous travaillez du coup en liaison avec les banques ? Oui, on travaille même plus qu'en liaison puisque on s'est fait racheter par une banque, en l'occurrence le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne et sa filiale Natixis Payments. Donc aujourd'hui nous sommes filiale du groupe BPCE, mais depuis l'origine en fait on s'est orienté vers une intégration dans le groupe, mais depuis l'origine nous étions partenaires et ils nous ont accordé leur confiance dès la création de la société pour que nous puissions garantir et que les fonds transitent par une filiale du groupe bancaire. En fait c'est la réglementation bancaire française qui nous l'impose et ils nous ont accordé leur confiance. Donc depuis le début de toute façon les fonds sont garantis par la banque qui est notre partenaire, mais on a été un peu plus loin dans ce partenariat-là avec une intégration dans le groupe BPCE. Du coup, je suppose, quand on est fondateur d'une entreprise comme la vôtre, qu'on a fait une étude de marché, donc qu'on répond à un besoin. Est-ce que ce besoin de cette sécurité, d'assurer cette sécurité de paiement entre deux personnes qui mettent en place une transaction sur un véhicule. Est-ce que vous l'avez mis en place justement et vous voulez répondre à ce besoin-là parce que vous avez reçu énormément de plaintes de gens, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'escroqueries encore, là vous avez amené des faux chèques, des exemples de faux chèques. Vous avez constaté énormément de retours sur des escroqueries durant une transaction pour des véhicules. En fait, on estime à 3% le nombre de chèques de banque falsifiés en circulation. Vous avez le réseau des escrocs, s'appelle le Darknet. Vous avez la capacité, ce qu'on appelle sur ce Darknet, à acheter des faux chèques. Ça coûte 25 €. Les avocats spécialistes de ce type d'escroquerie vous le diront. Et en fait, on se rend compte que les médias, en règle générale, parlent beaucoup des ventes de véhicules neufs, c'est-à-dire que tous les mois, on vous donne l'orientation à la hausse ou à la baisse du marché, mais on parle des véhicules neufs. Or, les véhicules neufs, c'est 2 200 000 voitures neuves vendues chaque année, et sur les 2 millions, vous n'en avez que 1 million achetés par des particuliers. Là où les particuliers achètent 1 million de voitures neuves chaque année, ils en achètent 6 fois plus, quasiment 6 fois plus d'occasion. Donc le vrai marché... 85%, il me semble, aujourd'hui, la part de véhicules d'occasion achetés par des particuliers. C'est 66%, c'est les 2 tiers. Très bien. Mais sur les 5,8 millions de véhicules d'occasion achetés chaque année, donc vous en avez les 2 tiers achetés et vendus entre particuliers, donc c'est la majorité. Ça fait à peu près 10 000 cartes grises par jour. Donc tous les jours, vous avez 10 000 cartes grises, donc 20 000 personnes qui vont s'acheter ou se vendre un véhicule d'occasion. Et c'est quoi le moyen de paiement ? C'est quoi le moyen de paiement ? Il faut quand même se rendre compte que le bien le plus précieux dans un foyer reste la maison ou l'appartement quand on a la chance d'en être propriétaire, mais quand on n'est pas propriétaire, finalement le bien le plus précieux c'est le véhicule. Donc moi je vends mon véhicule, je ne veux absolument pas prendre de risque, même si un étudiant vend son scooter à 1 000 € ou 2 000 €, pour lui c'est fondamental. Et nous on a considéré qu'il y avait un rattrapage nécessaire à faire entre un moyen de paiement historique et bourré de failles,
même si quand il est fait dans les règles de l'art, il n'y a aucune difficulté, mais il y a quand même une difficulté quand on est isolé un dimanche matin, et qu'il fallait rattraper un peu le retard et digitaliser et réduire et combler un peu ce problème et ce manque de sécurité dans ce moment de vie crucial. Oui, surtout vous vous êtes rendu compte que ce milieu de la vente et de l'achat de voitures d'occasion est le milieu privilégié des escroqueries. Mais bien sûr, en fait, c'est extrêmement facile. On a des réseaux d'escrocs qui, à seulement 2 personnes, vont être capables, et ont été capables, ils se sont fait arrêter, d'escroquer entre 160 et 170 familles. C'est très simple. Vous en avez un qui fait des faux chèques, qui va acheter n'importe quelle voiture avec un faux chèque, une bonne imprimante, un Photoshop, un logiciel de retouche d'image, Internet. Moi, je vous fais un faux chèque en 5 minutes. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Derrière, son collègue, si on peut appeler ça son collègue, s'occupait son complice, voilà, oui. Son confrère, s'occupait de revendre en pièces détachées les voitures que son collègue avait achetées. Ouais, et puis ça va très vite. Et bien ça va très vite. Ouais. De toute façon, vous n'avez aucune possibilité de retrouver le véhicule. Donc, encore une fois, quid de la responsabilité et de la mise en cohérence entre des milliards d'euros qui circulent entre particuliers et qui transitent entre particuliers et un moyen de paiement qui date de 80 ans, 100 ans. Ouais. Ça n'a aucun sens. Du coup, vous dites, avec Depopass, vérifier l'identité des personnes qui participent à une transaction. Comment vous faites cela? Vous mettez en place un réseau de détectives privés Pas du tout. On a des agréments bancaires qui nous permettent de vérifier, avec des outils bancaires, de vérifier si la pièce d'identité qu'on nous fournit, par exemple, est bonne ou pas. Alors, encore une fois, on est en radio. Si on avait été en télé, ça aurait peut-être été plus démonstratif. Mais sur une pièce d'identité, vous regarderez que vous avez ce qu'on appelle des points de contrôle. Vous avez également ce qu'on appelle une bande MRZ, qui est en fait la bande de numéros que vous avez dans le pied de page, voilà, avec des numéros et des flèches. Et en fait, en contrôlant ces points de contrôle, par exemple, si vous prenez votre numéro de pièce d'identité, vous avez un numéro, je crois, 12 ou 15 caractères. Vous avez un petit point au-dessus du premier chiffre, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle des laminas aux 4 coins. Vous avez vos initiales qui sont en haut à droite de la photo. Enfin, vous avez tout un tas de points de contrôle qu'on vérifie. Et puis surtout, on interroge les fichiers bancaires avec la bande MRZ qu'on a. On a dedans des points de contrôle et des clés de contrôle qu'on vérifie. Donc on est capable de vérifier, de certifier effectivement qu'une pièce est bonne ou pas. On le fait pareil avec les passeports. Pareil avec les passeports biométriques. Donc on a effectivement tous les agréments et les technologies qui nous permettent de le faire. Est-ce que ce que vous faites avec Depopass, vous ne pensez pas que dans une certaine mesure ce serait justement au gouvernement ou au pouvoir public de s'occuper, de se contrôler ce genre de choses? Alors contrôler, s'en occuper peut-être pas, mais au moins de légiférer et au moins de réglementer. Nous on trouverait ça tout à fait... ça faciliterait votre travail? Ouais. Naturellement, ça serait un turbo exceptionnel, mais encore une fois, on parle de dizaines de milliards d'euros qui circulent chaque jour. Donc, je n'ai pas fait les calculs exacts, mais on parle en milliards d'euros et ça nous paraîtrait tout à fait naturel effectivement que on vienne légiférer et qu'on vienne moderniser, qu'on vienne on va dire vraiment homogénéiser ce marché, et c'est ce que nous on fait, en vérifiant les identités, en traçant les transactions. Je prends un exemple tout simple. Vous vendez votre véhicule un samedi à midi, vous prenez un radar à 10h du matin. Le radar, il est pour qui? Si vous ne vérifiez pas l'identité, si vous n'avez pas une traçabilité de à quel moment les fonds ont transité, etc. Voilà, nous on le fait. On le fait. Si vous achetez un véhicule volé, comment vous faites? Moi j'ai un ami qui a acheté un véhicule là, sans passer par notre solution, puisque sa contrepartie ne souhaitait pas. Et en fait, ce véhicule s'avère volé. Donc, vous n'avez aucune garantie de vérifier que le véhicule est volé ou pas. Et si vous vous faites arrêter au volant d'un véhicule qui a été volé, vous êtes en complicité de recel. Mais est-ce que ça veut dire que les deux parties doivent être d'accord pour passer par Depopass? C'est-à-dire que si par exemple moi je suis acheteur et que le vendeur qui me fait cette offre de voiture et j'ai envie de lui acheter sa voiture, je lui dis moi j'ai envie qu'on passe par Depopass et lui il me dit non, est-ce que je peux quand même faire appel à vous pour vérifier sa solvabilité ou le sérieux de son annonce? En fait non, comme tout moyen de paiement, il faut que
les deux parties soient d'accord. Quand vous allez chez un commerçant, il vous propose de payer en carte bleue, vous acceptez. Si vous achetez un véhicule d'occasion que vous payez en chèque de banque, le vendeur vous l'impose et vous acceptez. Si vous voulez passer par Depopass, il faut que les deux parties soient consentantes. Voilà. On ne peut pas, chez Depopass, vérifier l'identité de quelqu'un dont on n'a pas sa pièce d'identité. Et pour l'avoir, il faut bien que la partie accepte de nous la fournir. C'est possible de tromper Depopass aujourd'hui ? C'est très compliqué. On effectue beaucoup de contrôles, que ce soit des contrôles en amont, comme je vous l'évoquais, pièce d'identité, mais on contrôle également le justificatif de domicile. On contrôle également le numéro de portable en envoyant un code spécifique. On a des contrôles, et je ne vous listerai pas ici tous les contrôles qu'on fait, mais on effectue beaucoup de contrôles en amont. On effectue des contrôles. Nous donner l'exemple d'un ? C'est comme je vous l'évoquais, pièce d'identité, numéro de portable. On va vérifier. Moi, je ne peux pas vous les donner parce que c'est une notion de sécurité, mais bien sûr. On effectue effectivement beaucoup de contrôles. C'est secret défense. Secret défense, c'est ça. Le jour J, on va effectuer également des contrôles puisque le paiement va se faire par l'échange d'un code. Et ce code, il nous est transmis. Donc en fait, on vérifie et on valide auprès du vendeur que le code que lui a transmis l'acheteur est bon et on lui valide ça instantanément. D'accord, donc il est payé instantanément. Et puis on va effectuer des contrôles en aval puisqu'on va venir vérifier, une fois que le paiement est effectué, que tout s'est bien passé. Et donc si pour X raison, quelle que soit la raison du problème qui s'est posé, on effectue des contrôles en aval. Ça veut dire que si pour X raison vous avez eu une difficulté, qu'on vous a forcé la main ou quoi que ce soit, on effectue des contrôles avant de débloquer les fonds et avant d'effectuer le virement sur le compte personnel du vendeur. Donc de toute façon, quelle que soit la façon dont vous utilisez Depopass, on effectue des contrôles avant, pendant et après. Combien ça coûte aujourd'hui de passer par Depopass ? C'est le même prix qu'on soit acheteur ou vendeur ? C'est gratuit pour l'acheteur, donc c'est quand même très important et c'est uniquement facturé au vendeur et c'est uniquement 29 €, quel que soit le prix de vente du véhicule et uniquement si la vente intervient. Ça veut dire que si je suis acheteur, si je suis vendeur et que je vends mon véhicule et que pour X raison la vente ne se fait pas parce que l'acheteur a changé d'avis, alors je ne paye rien. D'accord, très bien, donc ça satisfait ou remboursé quelque part. C'est exactement ça. Voilà. Et on a effectivement aujourd'hui un taux de satisfaction qui est très élevé puisque nos clients sont dans une situation où ils sont à chaque fois stressés et pressés et on vient leur apporter une somme de garantie, une somme d'assistance, d'accompagnement puisqu'on fait du digital mais on met beaucoup d'humains dans le digital. On considère ça comme très important, on répond à toutes les questions véritablement de l'acheteur et du vendeur, on effectue des contrôles et on répond vraiment à l'ensemble des besoins, ce qui fait qu'on ne fait pas que du digital. Et d'ailleurs le fait qu'on soit présent aujourd'hui au mondial, on a un stand mondial, donc pavillon 2.2, ça permet aussi de rencontrer nos clients, d'échanger avec eux et d'avoir une présence physique en plus d'une présence en ligne. Il y a combien de personnes qui utilisent Depopass aujourd'hui ? Alors là, on va atteindre le premier seuil des 10 000 voitures qui ont transité par notre solution. Ça représente environ 100 millions d'euros de flux qui ont transité par notre solution. Oui, quand même. En fait, encore une fois, on est sur un marché très important et on a des acteurs importants qui nous recommandent. On a naturellement les entités du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, mais on a également la centrale, on a également des assureurs partenaires comme Massif, comme les entités du groupe Covea, MMA, MAF, GMF. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir des grandes entités comme ça qui recommandent notre solution, c'est très important. Comment se passe en ce moment le développement de Depopass, votre croissance économique ? On a des croissances à 2 chiffres tous les mois, donc c'est normal. On a été lancé il y a seulement 2 ans, en septembre 2015, 3 ans, donc c'est normal qu'on soit encore sur un marché, une forte croissance. Et encore une fois, le marché est énorme, c'est-à-dire que si on ne se fie qu'au marché du véhicule d'occasion, parce que demain on peut aussi avoir vocation à solutionner le paiement de choses qui est de biens précieux. Aujourd'hui on fait auto, moto, bateau, donc comme je l'évoquais, c'est 5,8 millions de véhicules d'occasion vendus chaque année, dont les 2 tiers entre particuliers. Mais demain on peut imaginer intervenir sur d'autres sujets, sur des sujets sur des biens précieux, sur des bijoux, sur de l'or, sur des locations saisonnières, sur des meubles, des objets high-tech, sur de l'immobilier. Alors immobilier non, parce que l'immobilier pour le coup c'est vraiment réservé aux notaires, on ne va pas s'aventurer sur ce marché-là. Mais il y a bien d'autres besoins. Les objets
budget high-tech. On peut imaginer demain rendre service. Et nos clients d'ailleurs nous le demandent, nous disent voilà, moi je suis passé par vous pour vendre ou acheter un véhicule. J'ai un appareil photo à 4 000 €, j'ai un vélo à 1 000 €, j'ai des bijoux à 3 000 €. Est-ce que je peux passer par vous parce que ne veux prendre aucun risque dans mon paiement? Oui, parce que finalement, c'est une question de bien. Votre concept s'adapte aux biens, tout simplement, qui sont proposés par les acheteurs. Exactement. On fait du paiement. Donc, dès lors qu'on fait du paiement, on vient sécuriser un paiement. Aujourd'hui, c'est un paiement de véhicule. Demain, ça peut être un paiement d'autre chose. Alors, aujourd'hui, on va un peu plus loin que le paiement. C'est-à-dire qu'on fournit un certificat de non-gage. On fournit un certificat de cession pré-rempli, on fait la déclaration de cession en préfecture. Donc on va beaucoup plus loin qu'un simple paiement. On répond à l'ensemble des besoins finalement des clients en ce moment-là. Mais demain, on peut imaginer que on intègre de l'assurance, on intègre du crédit. On peut finalement demain intégrer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est possible de multiplier de garder le service, mais de multiplier les domaines d'activité. C'est quoi les grandes échéances d'Epopass à venir ? Alors déjà, on a l'intégration donc d'assurance et de crédit. On peut imaginer demain également intégrer de la carte grise. En fait, encore une fois, la grande différence dans le digital versus une industrie classique, c'est qu'on est nous focalisés sur le client. Le Jeff Bezos, le patron d'Amazon, aime à dire que les concurrents d'Amazon sont obsédés par ce que fait Amazon et Amazon en fait est obsédé par son client. Donc nous, c'est le parcours client qui nous intéresse et comment est-ce qu'on répond à l'ensemble des besoins que le client peut avoir. Aujourd'hui, le client nous dit voilà, moi quand j'achète mon véhicule, j'ai besoin de m'assurer dès le premier kilomètre. Avant de l'acheter, j'ai besoin de le financer. Une fois que je l'ai acheté, une fois que je l'ai payé, j'ai besoin de faire une carte grise. Et encore une fois, demain, une fois que j'ai utilisé Depopass pour effectuer le paiement de mon véhicule, je peux avoir besoin de sécuriser tout un tas d'autres biens. Je prends l'exemple très simple, c'est que vous voulez acheter un iPhone d'occasion sur le Bon Coin, vous allez envoyer peut-être 500 € à quelqu'un qui a mis 3 belles photos d'un iPhone, et qu'est-ce qui vous garantit de recevoir l'iPhone? Vous n'avez absolument aucune garantie. Lorsque vous voulez, par exemple cet hiver, louer un appartement à Val d'Isère, pour ne pas les citer, vous allez peut-être envoyer 1 000 € d'acompte à quelqu'un qui a mis 3 belles photos d'un magnifique chalet ou d'un magnifique appartement à Val d'Isère au pied des pistes. Et qu'est-ce qui vous garantit quand vous allez vous présenter que l'appartement a bien été réservé, qu'il existe bien, qu'il a bien été réservé à votre nom? Aucune garantie. On a des escrocs aujourd'hui qui louent sur la même quinzaine à 15 personnes différentes et les 15 se présentent alors que l'appartement n'existe même pas ou qu'en fait il a été loué 15 fois à des personnes différentes. Avec vous, adieu les reportages sensationnels qu'on peut voir sur non, j'ai voulu louer la villa de rêve à Marbella et je me suis retrouvé dans un placard à balai. Malheureusement, oui, il y aura peut-être un peu moins de travail à faire pour les journalistes qui font du fait divers. Mais en tout cas, ça répondrait à un vrai besoin de la part des clients de sécurisation. En fait, en faisant ça, on rapproche tout simplement le moment où je suis acheteur. Je ne veux payer que quand je prends possession du bien que j'ai acheté. Et en tant que vendeur, je ne livre le produit que lorsque je suis payé. Donc en fait on rapproche véritablement ces deux moments-là, on les rend instantanés parce qu'au préalable nous avons effectué des contrôles et on a collecté l'argent avant. Si demain vous vendez votre véhicule avec un chèque de banque, finalement vous n'allez vérifier la véracité de votre moyen de paiement qu'une fois que le véhicule est parti. Vous n'aurez la réponse que 48 heures, 72 heures après. Et encore, vous avez ce qu'on appelle des délais de réserve qui s'appliquent au chèque de banque parce que vous avez la compensation auprès de la banque émettrice que la banque qui encaisse le chèque doit effectuer. Donc on ne fait que rapprocher véritablement les besoins de chacun et la volonté de chacun. C'est assez naturel et cette démocratisation du compte séquestre demain a la vocation effectivement à s'effectuer dans tous les paiements et le digital permet ça. La fin des escroqueries, c'est ce que propose aujourd'hui Depopass et notamment dans le milieu des petites annonces automobiles mais aussi bateaux, vous l'avez dit. Merci beaucoup Romain Stutzmann d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur et président de Depopass. Je vous souhaite une très bonne fin de mondial et j'espère à la prochaine et bonne chance pour le développement de Depopass. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts, sur les réseaux sociaux également
également sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de questions de mobilité. À la prochaine.